Alors, bonjour à tous. Désolée du petit délai qu'on a eu un petit problème technique. Alors, je suis Élise Pichette, présidente de la section de Montréal de l'Association des économistes québécois. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette conversation donc avec Jean Boivin. Vous avez été très nombreux à vous inscrire. Je remercie d'ailleurs nos partenaires de diffusion, le Cercle Finance du Québec et CFA Québec, qui nous ont permis de circuler notre invitation à un grand nombre de personnes. Avant de vous présenter nos invités, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en utilisant le clavardage. Nous avons prévu du temps à la fin pour relayer quelques questions à nos invités, à Jean Boivin. Il est à noter aussi que le webinaire est enregistré et que l'enregistrement sera partagé par la suite avec les participants qui se sont inscrits. La pandémie, donc, a entraîné des réponses inédites des politiques monétaires et budgétaires à travers le monde. Doit-on s'en inquiéter? Des montants records de dette publique, on peut voir ça un peu partout. Les politiques monétaires pourront-elles rester aussi accommodantes pour une très longue période encore? Puis, il y a aussi certains changements profonds tels que le mouvement vers le développement durable qui ont été accentués par la pandémie. Et finalement, quels sont les principaux enjeux auxquels les investisseurs sont confrontés dans un tel environnement? Donc, ce sont les questions qui seront abordées lors de la conversation. C'est vraiment un honneur pour l'association de recevoir à notre tribune Jean Boivin, chef du BlackRock Investment Institute, pour aborder ces questions en compagnie de Clément Gignac. Donc, chez BlackRock, M. Boivin est responsable de la recherche sur l'économie et les marchés, ainsi que l'élaboration des principes et de la propriété intellectuelle qui sous-tendent l'approche du BlackRock en matière de conception de portefeuille, comme les hypothèses sur les marchés financiers. Jean a une feuille de route impressionnante. Avant de se joindre à BlackRock en 2014, il a été sous-gouverneur de la Banque du Canada, où j'ai d'ailleurs eu le privilège de le croiser et d'échanger avec lui à quelques reprises. Il a été sous-ministre délégué des Finances, représentant du Canada au G7, au G20 et au Conseil de stabilité financière. Il a également enseigné à la Columbia Business School et à HEC Montréal. Il a beaucoup écrit sur la macroéconomie, la politique monétaire et les finances. Il a obtenu un doctorat en économie de l'Université de Princeton en 2000. Et comme je disais, c'est en compagnie de Clément Gignac, que vous connaissez certainement, un vice-président principal économiste en chef de IA, groupe financier, que nous aurons le plaisir d'assister à cette conversation avec Jean Boivin. Clément a lui aussi une riche expérience, autant dans le secteur privé que dans le secteur public. Il a notamment assumé les fonctions de ministre au sein du gouvernement du Québec. Il a aussi agi comme conseiller économique et stratège au sein d'importantes institutions financières, dont la financière Banque nationale, à titre de vice-président et d'économiste en chef. Sur ça, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Clément Gignac et à Jean Boivin. Merci, messieurs. Merci beaucoup, Lise. Bien, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes au-delà de 400 personnes qui se sont enregistrées pour ce webinaire. Puis, quelle chance nous avons, on va se le dire, d'avoir avec nous Jean Boivin, avec tout ce qui se passe actuellement sur les marchés, les hausses de taux d'intérêt à long terme et en fait, avec sa riche expérience au niveau de politique monétaire. Puis, quelle fierté, on va se le dire également, là, d'avoir un gars de chez nous. Hein? De chez Chicoutimi, là, je ne sais jamais si c'est Saguenay ou Lac-Saint-Jean, tu me le diras, là, mais d'avoir un économiste francophone, dans le fond, qui est maintenant dans les hautes sphères de la finance à New York, chez BlackRock, comme chef de directeur de Global Research Institute. Un gars également, je ne reviendrai pas sur toute sa bio qu'elle nous a dit, mais un gars également là, qui a signé des articles avec Ben Bernanke parce qu'il avait été son jury. Et je sais pas. Donc, quand on regarde toute son expérience, là, on est non seulement chanceux de t'avoir, Jean, mais on est très fiers de toi. Donc, sur ça, je te souhaite la bienvenue. Merci d'être avec nous parce que je sais que tu as un agenda très chargé. Ben, merci beaucoup, Clément et Élise. C'est un énorme plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai bien hâte d'échanger dans les minutes qui vont venir. Et puis, juste pour clarifier, en ce qui me concerne, c'est Chicoutimi, mais on peut laisser ça de côté. OK, c'est bon. Donc, moi, j'ai séparé ça, on va vous expliquer un peu la logistique, j'ai séparé ça en différents blocs.
Donc, on va revenir un peu, faire un post-mortem là, dans la dernière année, son opinion sur la façon que ça a été géré, cette crise-là, réaction politique monétaire aussi. Donc, les inquiétudes sur l'inflation. On va parler également peut-être d'immobilier au Canada. On va parler également au niveau des risques climatiques parce que tu as écrit un papier là-dessus récemment. Et là, peut-être que ça va être vers moins quart, il y a une moins 20, si tu permets, on irait à vos questions. Donc, je vais avoir une conversation avec Jean et par la suite, vous avez la chance de poser des questions à Jean. On aura un petit bloc de 15 minutes pour pouvoir répondre. Donc, on se lance, Jean. Aujourd'hui, en fait, ça fait à peine au-delà d'un an qu'on a eu que l'OMS a déclaré que c'était une situation de pandémie. Le creux du marché boursier est à le 23 mars, il y a un an. Quand tu regardes là, tout ça avec ton expérience, trouves-tu que finalement, es-tu impressionné par la réaction des banques centrales? Tu as travaillé dans le G20, tu étais le Sherpa. La réaction des banques centrales puis des gouvernements et dans le fond, est-ce qu'ils ont fait la bonne chose? Ben, d'entrée de jeu, je dirais que si je me reporte à 2009, 10, 11, 12, après la crise de 2008, mobiliser les pays du G20 pour déployer ce qui était nécessaire était un défi assez important. Donc, il y avait eu la réponse initiale qui avait été significative. En fait, en 2008-2009, on pensait que c'était du sans précédent à ce moment-là, mais ça s'est estompé assez rapidement après ça. Puis, mobiliser le G20, il y avait beaucoup de questions quand j'ai arrêté d'aller au G20 en 2014, à savoir s'il y avait vraiment encore une volonté de coordonner et tout. Donc, ça, c'est un point de contexte. L'autre point de contexte, c'est qu'on a écrit, nous, en août 2019, une espèce de pièce de science-fiction, du moins ça avait l'air de ça à ce moment-là, qui était essayer d'imaginer à quoi ressemblerait la réponse à la prochaine crise. On n'avait aucune idée à ce moment-là que ce serait une pandémie, mais on essaie d'imaginer comment que les politiques macro devraient être déployées à ce moment-là pour... à ce moment-là, ce qu'on envisageait, c'était des choses qui nous paraissaient assez radicales. Mais en réalité, dans l'espace de quelques semaines, en 2020, en février et mars, tout ce qu'on avait pu imaginer était plus ou moins mis sur la table et déployé. Donc, de ce point de vue-là, je suis impressionné de la rapidité, de l'ampleur de ce qui était fait à la fois du côté monétaire et budgétaire. Et partout à travers le monde, en fait. Donc, ce n'est pas une coordination explicite, mais c'est clairement été une réponse coordonnée en résultat. Et la dernière chose que je dirais, c'est que il y en aura plus à explorer ici, mais l'idée ici, c'était pas, et ça demeure le cas pour nous, c'était vraiment une question de procurer un pont. Donc, le but de l'objectif des politiques macro était de rapidement mettre en place un pont pour permettre aux individus et aux entreprises de voir de l'autre côté de la crise et de passer à travers la crise, mais c'était moins une question de stimuler l'économie. Et ça, c'est fondamentalement différent par rapport à 2008. Donc, l'ampleur était importante, rapide, impressionnante. On pense que c'était la bonne chose à faire, mais la nature de la réponse est très, très différente par rapport à 2008. Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, tu sais, tu l'as évoqué, puis moi, j'ai eu la chance, moi aussi, d'être conseiller spécial avec Flaherty, je me souviens, en 2008-2009. Mais moi, la différence que je vois, c'est qu'à l'époque, on parlait de suite d'exit strategy. On voulait rassurer le marché. Oui, on va intervenir, mais regardez l'exit strategy. Cette fois-ci, le zéro puis une barre, on n'entend pas parler de rien. Toi, ce bout-là, tu es à l'aise avec ça? Puis mon autre question, c'est est-ce qu'ils en font pas trop? Finalement, encore récemment, M. Biden a pris 1900 milliards. Donc, je suis curieux de t'entendre par rapport à 2008-2009. Puis l'autre question, c'est est-ce qu'ils en font pas trop, finalement? Ben, je veux pas nous. On était un peu malchanceux avec la technologie jusqu'à maintenant. De mon côté, je veux pas tenter notre chance, mais peut-être qu'on va essayer, voir si Lise est capable de mettre mon premier graphique. Et si ça fonctionne, je vais continuer. Sinon, on va oublier les graphiques. Ouais, je pense que ça s'en vient, ça bouge, là. Vas-y, okay. Lise. Parfait. Oui. Donc, en fait, je pense pour répondre à cette question-là, donc d'abord, Clément, je suis entièrement d'accord avec toi que une des grandes différences, c'est que ça a pris très peu de temps en 2008 pour qu'on les politiciens et les policy makers se sentent le besoin de parler rapidement de sortie, alors que ce stade-ci, c'est clairement différent. Je pense qu'il y a une leçon qui a été tirée de 2008 qui était que justement la discussion de sortie est arrivée trop tôt
Et ça l'a peut-être fait en sorte qu'on a eu la reprise la plus faible de l'histoire, en fait, de 2008 jusqu'à récemment. Et donc, ça, cette leçon-là, je pense qu'elle a été prise en compte fortement. Et puis, on le voit aux États-Unis en particulier, la plateforme démocrate aux États-Unis quasiment un édit contre la discussion de sortie. C'est presque tabou de même mentionner ce sujet-là. Donc, exactement parce qu'il y a une vue, il y a une opinion comme quoi c'était la grande leçon de 2008, c'est qu'on est arrivé trop rapidement à parler de la sortie. Donc, c'est une grande différence. Mais ce qui m'inquiète, et ça va être un thème qui va probablement revenir à quelques reprises dans les prochaines minutes, mais ce qui m'inquiète, c'est que quand on avait envisagé, nous, en août 2019, le déploiement sans précédent de politique radicale, c'était pas une question de mettre en place une sortie, mais c'est de clarifier quelles sont les balises autour de ce déploiement, quels sont les paramètres, le cadre. Et ce qui nous inquiète, nous, à ce stade-ci, c'est qu'on n'a aucune balise, en fait, sur les politiques qui ont été mises en place. Donc, autant qu'on est tout à fait d'accord avec le déploiement rapide qu'on a vu en 2020, autant on est inquiet que qu'est-ce qui va déterminer quand est-ce qu'on arrête. Donc, le génie est sorti de sa bouteille, mais on n'a pas mis de plan pour penser à comment on va le remettre dans la bouteille. Et politiquement, ça peut être très difficile. Donc, le graphique que je vous présente ici montre le contexte. Ça montre, nous, selon nous, depuis le début de la crise, la grande question, c'était de mettre l'accent enfin sur ce qu'on pense que serait le coût cumulatif en termes d'activité économique du choc. Et pour déterminer l'impact sur les marchés, quand est-ce qu'on est redevenu positif sur les actifs à risque, le point d'ancrage pour tout ça, c'était notre évaluation du cumulatif. Et ce que vous voyez sur ce graphique, d'abord à gauche, c'est les points sont d'abord le coût cumulatif de 2008, la crise de 2008. Et comme vous le voyez, on peut focuser par exemple sur rouge, qui sont les États-Unis. Les coûts étaient d'environ 50% du PIB. Hein. Ultimement, le coût cumulatif est à peu près 50% du PIB. Il y a un an, lorsqu'on a commencé à évaluer l'ampleur du choc auquel on faisait face avec la COVID, vous voyez le premier point sur la courbe, c'était l'estimé du consensus sur les coûts ultimes de la crise de COVID, et c'était autour de 20%, donc qui était une fraction de la crise de 2008. Depuis ce temps-là, je pense qu'il y a une réalisation qu'on ne faisait pas face à une reprise, mais bien un redémarrage qui serait assez puissant et rapide, et plus rapide que d'habitude. Et donc, cet estimé-là du coût cumulatif a été révisé à la hausse. Et là, on est plus autour de 12-15% selon nous, par rapport à l'estimé initial qui était plus près de 20%. Mais dans tous les cas, le point important, c'est que c'est une fraction du choc de 2008 selon nous. La grande différence, et c'est difficile de l'apprécier parce que c'est contre-intuitif, parce que en 2020, l'impact concentré en 2020 était sans précédent et donc on n'a pas eu un impact aussi puissant en 2008. Mais au cours des années qui vont s'en suivre, l'impact total, étant donné la reprise, le redémarrage plus puissant, l'impact total va s'avérer être une fraction. Donc, je t'interromps, c'est ce que tu dis, c'est étant donné que la nature de la récession est complètement différente. C'est pas le système bancaire qu'on doit reconstruire qui a duré bien longtemps. Cette fois-ci, si on ferme l'économie, on réouvre l'économie, donc oui, on a baissé peut-être un petit peu plus bas, mais ça dure moins longtemps, fait que la perte cumulative est beaucoup moindre que 2008-2012, mettons. C'est ce que tu dis. Exactement. Et encore une fois, c'est contre-intuitif parce que on a réussi à atteindre à peu près 15% de l'impact de 2008 en 1 ou 2 trimestres. Donc, dans ce sens-là, ces 2 trimestres-là étaient assez incroyablement mauvais. Mais il faut mettre l'accent sur l'impact cumulatif. Et cet impact cumulatif-là va ultimement, selon nous, être une fraction de 2008. Et donc, ça, c'est un contexte important pour la question que tu me posais. En 2008, on est passé rapidement à une discussion de sortie, alors que le choc était beaucoup, beaucoup plus gros.
Et là, paradoxalement, on n'a aucune discussion de sortie, alors que le choc est beaucoup, beaucoup plus petit. Et donc, il y a une leçon qui a été tirée en 2008, mais si on faisait face à 2008, ça aurait été la bonne leçon, mais il ne semble pas qu'on fasse à 2008. Puis là, on arrive à les propos de Larry Summers qui trouve que maintenant, on en fait comme trop. Tu vas me dire, il s'est joint au club récemment parce que lui, il dit d'en faire plus. Mais là, clairement, là, ils en font peut-être trop par rapport à l'output gap et la situation par rapport à 2008. Est-ce que je me trompe? En fait, peut-être même pour le mettre clair, si on pouvait aller à la diapo suivante, Lise, qui met ça en lumière, je pense. Effectivement, d'abord, peut-être pendant qu'on retrouve le graphique, je vais un commentaire peut-être. Ah, on l'a. C'est beau. Peut-être même le suivant, Lise. Un commentaire éditorial sur notre bon ami Larry Summers. Je pense que c'est important de réaliser que Larry Summers, il y a quelques semaines, et puis on peut même le citer en décembre 2020, était le porte-étendard de l'espace fiscal et budgétaire qui était énorme selon lui et qui nécessitait une réponse agressive des politiques budgétaires. Il a été l'appui intellectuel qui a amené au déploiement, qui a donné en fait la lumière verte, green light à la réponse de 2020, mais aussi au plan budgétaire de Biden qui est énorme. Il y a eu un petit revirement de situation dans son cas au cours des dernières semaines où là, maintenant, il est inquiet de la taille, de l'ampleur de ce qui est mis en place. Mais moi, j'étais dans des conversations avec lui en décembre où il disait qu'il ne pouvait pas envisager aucun scénario où il serait inquiet de la taille de la dette et de l'impact sur les taux d'intérêt. Donc, je vais revenir à ça parce que je pense que ça démontre à quel point le narratif sur l'attitude qu'on a par rapport à la dette est fragile et peut changer rapidement. Mais le point sur ta question, est-ce que c'est trop ce qu'on a présentement? Encore une fois, je pense que c'est important de cadrer ça comme selon nous, ça doit être vu comme étant une question de mettre en place un pont. Ce n'est pas une question de stimuler l'économie. Ça serait futile d'essayer de stimuler une économie qu'on essaie autrement d'arrêter, qu'on a délibérément arrêté. Donc, ce n'est pas une question de stimuler. Et je pense qu'en plus, la nature du choc fait en sorte que c'est plus une question de redémarrer les choses que de reconstruire. Il y a moins de dynamique si on doit reconstruire la confiance des ménages ou des entreprises. Une fois qu'on va pouvoir reprendre les activités, je pense qu'il va y avoir un aballement assez important pour le faire. Mais pour arriver en contexte, donc, et j'ai déjà donné un peu des éléments ici, mais si on regarde la taille du choc, comme je le disais plus tôt, le choc en 2000 présentement est selon nous un quart, à la fois aux États-Unis, à la fois en Europe, par rapport à ce qu'on avait vu en 2008. Donc, c'est la ligne rouge, comme vous pouvez voir aux États-Unis, 50% versus la ligne jaune, comme je l'ai mentionné plus tôt, qui est plus autour de 15%. Donc, on parle à peu près un quart. Par contre, la réponse budgétaire discrétionnaire, qui est dans le graphique de droite ici, elle est 4 fois la réponse de 2008. Donc, le choc est un quart, réponse 4 fois. Est-ce que c'est trop? Je pense que le temps va nous le dire, mais il y a des chances que ça soit... c'est clairement énorme. Et une fois un redémarrage fort, selon nous, c'est pas clair que toutes ces dépenses-là auront été nécessaires étant donné la taille du choc. Et donc, ça devient maintenant une question de comment est-ce que c'est dépensé. C'est une chose de dire que le choc est plus petit, mais la question plus grande, mais plus importante selon nous, c'est maintenant qu'on le dépense, est-ce que c'est dépensé à des choses productives? Non. Écoute, c'est très, très clair, c'est très visuel. J'ai presque le goût de changer un peu l'ordre que je voulais procéder parce que là, au niveau de la technologie, on doit s'ajouter un peu pendant le temps qu'Élise a le contrôle des graphiques. Là, moi, c'est sur les finances publiques. Là. Y a-t-il quelque chose? Parce que là, actuellement, la pensée magique, c'est qu'on n'aura pas besoin de monter les impôts. La croissance économique va repartir fort, le service de la dette va rester faible, le ratio d'endettement va descendre tout seul, mais on n'a pas la croissance démographique qu'on avait après la Seconde Guerre mondiale. Puis cette hypothèse-là, puis on va en parler tantôt, là, les taux d'intérêt et l'inflation, mais est-ce que ça tient la route, cette histoire-là, au niveau de redressement des finances publiques éventuelles, l'exit stratégie? C'est une pensée magique que le service de la dette, finalement, va rester faible, puis en raison du contexte et la croissance va résoudre le problème. Je pense que tu avais préparé de quoi là-dessus?
Je pense que le terme pensée magique est excellent. Je pense que c'est la bonne façon de caractériser la nature des discussions à ce stade-ci. Moi, je parlais d'une attitude un peu relaxe par rapport à la dette. Une façon encore plus claire de le dire, c'est qu'il y a effectivement peut-être un peu une pensée magique. J'imagine que c'est la même chose pour toi, Clément, mais dans mes discussions à travers le monde avec nos clients, une question qui revient continuellement, et ce n'est pas des économistes nécessairement qui posent la question, mais une question qui revient continuellement, c'est on a entendu depuis 10 ans, depuis la crise, qu'il fallait assainir les bilans publics. C'était absolument nécessaire à la croissance à long terme. On a eu la crise budgétaire de la dette souveraine européenne. C'est assez, juste peut-être prendre une pause pour y réfléchir 2 secondes. Il n'y a pas si longtemps que ça, une crise de dette souveraine où on avait des questions, les marchés avaient des questions fondamentales sur la soutenabilité, la durabilité de ces niveaux de dette-là. On est à des niveaux de dette plus élevés maintenant et il n'y a personne qui semble être très, très préoccupé. Donc, la question qui revient souvent avec mes clients, c'est on s'est fait dire continuellement depuis 10 ans qu'il fallait avoir de l'austérité, qu'on ne pouvait pas se permettre de dépenser. Et puis, soudainement, en 2020, les gouvernements ont dépensé sans précédent. On parle de 20 du PIB dans certains cas. C'est énorme. Et on nous dit qu'il y a encore plus d'espace pour dépenser si nécessaire. On en redéploie en 2021. Les taux n'ont pas bougé. En fait, les taux ont baissé pendant cette période-là. Et donc, pourquoi on était si préoccupé de la dette? Si clairement, il semble qu'il y a beaucoup plus de marge à dépenser que ce qu'on pensait. Et ça amène à pourquoi même est-ce qu'on devrait penser à jamais réduire cette dette dans le futur. Donc le fait que ces questions-là reviennent continuellement montre à quel point il y a une évolution énorme sur comme je disais, le narratif autour de la dette budgétaire, le niveau de dette. Et je pense qu'effectivement, c'est un équilibre qui, selon nous, est fragile. Parce qu'il y a un peu de pensée magique. Un peu qui est self-fulfilling. Puis on se dit, l'aspect qui cercle de renforcement ici, c'est qu'on dit que les taux sont bas, donc on peut dépenser plus et on peut dépenser plus parce que les taux vont continuer à être bas. Tout repose sur est-ce que les taux sont vraiment bas pour toujours. Et cet équilibre-là, je pense qu'il peut changer plus rapidement qu'on le pense. J'ai parlé de Larry Summers qui a changé d'opinion de façon assez importante dans l'espace de quelques semaines. Donc, c'est un aspect de fragilité. Une autre façon d'y penser, les calculs qu'on a fait récemment, qui sont des calculs bruts, faut prendre ça avec un grain de sel, mais on s'est fait dire depuis 1 an ou 2 qu'il y avait énormément d'espace pour dépenser, étant donné que les taux étaient plus bas que le taux de croissance de l'économie. C'était l'argument de base. Ça l'a motivé ce qu'on a vu qui a été mis en place. Ceci dit, maintenant, étant donné la dette qui a été dépensée, si on regarde à quel moment, à quel niveau de taux d'intérêt est-ce qu'on va retrouver un coût de financement de la dette annuel par rapport au PIB, qui va être comparable à ce qu'on a vu historiquement. Donc, on est supposé être dans un environnement où la dette ne coûte rien et on a beaucoup d'espace. Mais historiquement, pour arriver au niveau de coût de financement moyen, il fallait que les taux à long terme montent autour de 4,5 %. Donc, si on regarde les 20 dernières années, lorsque les taux à 10 ans aux États-Unis étaient à 4,5, ça nous amenait un coût de financement de la dette qui était l'équivalent de la moyenne de coût de financement, à peu près 2 % du PIB. Pour arriver à ce même niveau moyen de coût de financement, il faudrait seulement que les taux à long terme aux États-Unis montent à 2,5 %. Donc, c'est beaucoup plus bas que ce que ça aurait pu être au cours des dernières années. On a utilisé beaucoup d'espace. Et donc, tout l'argument qui était fait en 2020 que ça ne coûte rien de financer la dette, beaucoup moins qu'historiquement, ça peut s'évaporer très, très rapidement. Et on n'est pas très loin, en fait. Donc, c'est ça qui nous amène à notre deuxième bloc, parce que je te dirais qu'on a déjà la moitié du chemin de fait en 3 mois, parce que les 10 ans étaient à 1 %, comme tu sais, à la fin décembre. Ils sont à 1,75 à toute fin pratique au moment où on se parle, puis tu me parles de 2,5. Fait que, dans le fond, parlons donc de ça. Est-ce que le marché obligataire s'énerve pour rien, qu'il voit de l'inflation, mais qu'en réalité,
les banques centrales nous rassurent en disant que oui, il va y avoir un petit peu plus d'inflation transitoire là, cet été, l'automne, en raison de la base de comparaison qui est plus faible, mais qu'on ne s'en fait pas. L'inflation n'a jamais décollé dans les 10 dernières années avec un taux de chômage très faible. On nous parle de la courbe de Phillips et tout ça. Mais là, est-ce que c'est pas un game changer, la COVID-19? Tu regardes des anecdotes, il y a des problèmes de goulot d'étranglement, puis qui plus est, là, on dirait que la chaîne d'approvisionnement mondiale, on a vu ce que ça donnait avec les frontières qui ont de l'importance maintenant. Fait que, est-ce que, dans le fond, tu crois ça, cet optimisme-là, au niveau des banques centrales, puis que le marché obligataire, c'est n'a pour rien? C'est quoi ton point de vue là-dessus, là, les attentes inflationnistes et l'inflation? Clément, j'aurai besoin de ton aide pour m'assurer de ne pas trop m'emballer parce que la question amène beaucoup d'éléments et qui sont des affaires qui me passionnent. Donc, je te donne 7 minutes. tu m'interromps, tu rediriges. Sur l'inflation d'abord, puis on va conclure avec ce que ça veut dire selon nous sur les perspectives sur les taux. Sur l'inflation, nous à BlackRock, depuis un an on essaie de mettre la lumière sur le fait qu'on voit une dynamique réelle qui va amener beaucoup plus, j'enlève le beaucoup, qui va amener de l'inflation plus que ce qu'on a vu au cours des 10 dernières années. Moi, je suis entouré d'une génération d'investisseurs à BlackRock qui n'ont jamais connu l'inflation, qui pensent que l'inflation, c'était une histoire historique des années 70 qui était tuée à jamais. Je pense qu'une hausse de l'inflation autour de 3% au cours des 5-10 prochaines années en moyenne est, selon nous, réaliste et envisageable. Ce n'est pas de l'inflation qui est hors contrôle, mais 3% par rapport à ce qu'on a vu historiquement au cours des 10 dernières années, ça va être différent. Bon, pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a de l'inflation devant nous? Ce n'est pas simplement… D'abord, il y a la dynamique COVID. La demande refoulée auquel on fait face est énorme, selon nous. Et je dirais en plus qu'une chose que je pense qui n'est pas complètement appréciée encore sur la demande refoulée est le fait que dans une récession typique, c'est les ménages qui ne sont pas en mesure de lisser leur consommation à travers le cycle qui sont plus affectés, évidemment, par le ralentissement économique. Et c'est eux qui contribuent le plus à une reprise de l'activité lorsque la confiance revient. Dans la situation qu'on a actuellement, c'est pas du tout la même situation. C'est tous les ménages. Il n'y a personne qui était capable de lisser sa consommation à travers un choc de COVID où l'activité était arrêtée de façon délibérée. Et donc ça, je pense que c'est important à prendre en note parce que je pense que la demande qui va être générée à court terme va être pas mal forte et pourra mettre plus de pression sur la capacité et goulot d'étranglement dont tu faisais référence. Ça, c'est la dynamique à court terme, je pense, qui est réelle. Peut-être je vous apprécie. Au-delà de ça, par contre, je pense qu'il y a des phénomènes structurels qui vont nous amener à une inflation qui est plus persistante. D'abord, on a, avec la COVID, pris une réalisation plus grande de la durabilité. La durabilité, ça a plusieurs sens, mais la durabilité des chaînes d'approvisionnement, la durabilité des façons de produire, toute cette réorganisation ne se fait pas gratuitement et va amener des coûts de production qui, si on prend, on a une chaîne de production plus résiliente avec de la duplication à travers le monde, ça augmente les coûts. Il y a toute l'histoire aussi des changements climatiques qui vont amener différentes façons de produire qui, s'ils étaient moins chers, on les ferait déjà. Donc, ça veut aussi dire des coûts de production plus élevés et qui vont contribuer un peu à l'inflation. Le dernier élément qui est encore plus important selon nous, c'est que, ultimement, la chose la plus déterminante pour l'inflation, c'est les anticipations d'inflation elles-mêmes. Et on a des banques centrales qui sont explicitement en train d'essayer de nous convaincre, et M. Powell le fait de façon assez agressive cette semaine, qu'ils vont tout faire pour générer une inflation qui est au-delà de leur cible pendant un certain temps. Donc, on a une vague de fonds, on a un phénomène de court terme, COVID, demande refoulée qui est assez puissant. Si c'était seulement ça serait transitoire, mais en arrière de ça, on a, selon nous, des phénomènes structurels qui vont augmenter les coûts de production et on a des banques centrales qui vont laisser ces coûts de production-là se traduire en une inflation qui va être plus
élevé, encore une fois, pas hors contrôle, mais plus élevé que ce qu'on a vu historiquement. Mais, chapeau. Oui, excuse, continue, je t'ai interrompu. J'allais conclure sur ce que ça veut dire sur les taux, en fait, et les questions que tu disais tout à l'heure. Effectivement, les marchés sont assez nerveux étant donné l'évolution, l'ajustement des taux qu'on a vu depuis le début de l'année. Selon nous, les points importants à faire dans ce contexte-ci, c'est d'abord, l'inflation est réelle, donc je pense que ça nécessite une réévaluation de l'environnement de taux. Donc, de ce point de vue-là, l'ajustement qu'on a vu nous paraît raisonnable, nous paraît en ligne avec cette évolution de l'inflation dont on s'attend. Ceci dit, et je pense que ça, c'est important de le mentionner clairement, c'est le fait que on s'attend à ce que les banques centrales répondent à cette inflation-là d'une façon beaucoup plus modérée qu'elles l'ont fait dans le passé. Et en fait, selon nous, là, si on regarde le 10 ans, le comportement du 10 ans depuis le début de l'année ou même depuis 6 mois, en comparaison avec les révisions des anticipations inflationnistes des marchés qui ont été vraiment importantes, on voit une réponse, le 10 ans a augmenté d'à peu près 100 points de base, alors que historiquement, on s'est attendu à avoir 160, 170 points de base de réponse avec le même choc d'inflation. Donc, c'est une réponse qui nous apparaît raisonnable et en fait beaucoup plus modérée qu'historiquement. On pense que les banques centrales ont un problème de communication à ce stade-ci et je pense que le Chairman Powell a fait un travail admirable cette semaine pour clarifier les choses. Mais le problème qu'ils ont, c'est qu'ils, d'une part, ils sont un peu à l'arrière en termes de réaliser ou de prendre en compte le redémarrage puissant qui est en train de se produire. Donc, je pense qu'il y avait des anticipations plus modérées sur la reprise. Je pense qu'ils étaient en fait peut-être plus dans un cadre de cycle économique habituel. Donc, d'une part, il faut qu'ils révisent à la hausse leur prévision de croissance, et ils l'ont fait. Et en même temps, il faut qu'ils convainquent les marchés que même s'ils révisent à la hausse, ça ne change pas vraiment leur sentier de normalisation. Et je pense que la Fed cette semaine a été aussi dovish qu'on pouvait s'attendre de l'être dans le contexte. Et je suis convaincu que M. Powell a dit clairement, il dit la seule façon d'être crédible avec un nouveau framework, c'est d'actuellement livrer la marchandise en pratique. Donc, je pense qu'ils vont effectivement attendre de voir l'inflation. Ils se sont engagés à attendre behind the curve. Et ce qui nous amène au taux, je pense qu'on va voir des ajustements sur les taux qui ne sont pas dus aux anticipations du taux de policy, le policy rate. Ça va être dû plutôt au fait que les investisseurs maintenant, je pense ils sont en train de se réveiller et réaliser qu'ils doivent avoir une prime plus importante pour être exposés à la durabilité des obligations. C'est bien ça qu'on est rendu. Donc, chapeau, premièrement, tu l'as fait en 5 minutes. Deuxièmement, un gros merci. Tu as fait ma journée. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans mon entourage, compagnie d'assurance, des actuaires, puis tout ça, puis moi, là, commencer à parler plus de 3,5, 4 avec quand tu me parles de l'inflation, 3 en moyenne dans les 10 prochaines années, tu mets un petit peu la prime là-dessus, tu n'es pas loin de 3,5, 4. Donc, je te remercie pour ça, puis très convaincant. C'est certain, la globalisation, on le voit, la relation Chine, États-Unis, protectionniste. Les pays du G20 vont tous vouloir fabriquer leur propre vaccin à l'intérieur des frontières, ils ne verront plus revivre ça. J'ai été en politique, un politicien ne veut plus revivre ces choses-là. Puis quand tu es rendu que Couche-Tard ne peut même pas acheter une épicerie en France pour des raisons de sécurité nationale, si ce n'est pas du protectionnisme, je me demande bien qu'est-ce que c'est. Donc, Lise, ce qu'on va faire, c'est que j'ai un dernier bloc. Peut-être tu me donnes un 5-7 minutes de plus, parce qu'on a commencé 7 minutes en retard, puis on finira à 5 et 10. Ça ne dérange pas trop. Écoute, on va parler de risque climatique. Tu as écrit un papier là-dessus. J'ai trouvé ça fascinant. J'ai relu une deuxième fois hier soir. La première fois, j'ai dit, OK, c'est dans cette affaire-là, il faut que je recommence un peu mes lectures. Puis là, tu as de la pédagogie un peu à nous faire, tout le côté ESG. On sait comment c'est rendu important pour les investisseurs, tout ce volet. Là, mais il y a une phrase que je retiens, puis là, je lis mes notes, là, parce que, bon, ça représente aussi, c'est un risque d'investissement, c'est le même qu'on doit l'analyser. Il y a des opportunités de placement. Mais tu dis également qu'au niveau de la location d'actifs, c'est pas tant ce qu'on exclut, c'est plutôt de la façon qu'on construit ça. Donc, peux-tu nous en parler davantage, tout ce lien-là au niveau des marchés, mais aussi les risques climatiques, comment on aborde ça, puis est-ce que ça a changé depuis 18 mois? C'est un sujet qui pourrait nous occuper pour le reste de la journée, donc je vais évidemment aller juste le survol. C'est environ 5 minutes. Exactement. Donc, je pense que le premier point à faire, c'est que depuis 18 mois, on ne peut pas de date exacte, mais au cours, c'est très récent,
il y a eu un revirement, je dirais 180 degrés, sur la façon dont on pense au changement climatique, la durabilité plus généralement dans les portfolios. Il y a 18 mois, toutes mes discussions étaient cadrées comme étant, OK, on a des objectifs de rendement financier et peut-être qu'on veut aussi avoir des objectifs de durabilité. Et là, ça devenait une question d'arbitrage entre les deux. Et la question était à quel point on est confortable de sacrifier du rendement pour atteindre d'autres objectifs. Le changement à 180 degrés, c'est que selon nous, c'était la mauvaise façon de présenter le problème. Et en fait, tous ces enjeux-là de durabilité, de changement climatique, sont une réalité qui vont impacter les secteurs, l'économie au cours des prochaines années. Et en conséquence, ce n'est pas différent d'aucun autre type de thèse d'investissement. On peut penser à l'innovation, les TI qui ont amené des changements importants dans la structure d'industrie et au cours des 20 dernières années. La durabilité, la question des changements climatiques, c'est similaire. Ça dérange certains secteurs, mais ça crée des opportunités ailleurs. Et donc, ça nous a amené à recadrer notre compréhension du rôle des changements climatiques et de voir ça, et non seulement de voir ça, mais d'être convaincu que c'est une opportunité de générer des rendements. Si on réussit à mieux aligner les portfolios avec cette transition qui va se produire. On voit en fait trois canaux. Il y a trois canaux, selon nous, à travers lesquels les rendements des portefeuilles vont être impactés par les changements climatiques. Il y a d'abord l'environnement macro. Et c'est un peu assez paradoxal, ironique. Ça démontre aussi à quel point les choses changent rapidement. Mais si vous regardez nos hypothèses de rendement à travers les classes d'actifs qu'on en avait publiées sur notre site jusqu'à tout récemment, les hypothèses à 5 ans, 10 ans, il n'y avait aucune reconnaissance des changements climatiques. Donc, une façon de voir ce qu'on faisait, c'était de dire en fait qu'on était soit des climate change deniers où on ignorait ces phénomènes-là complètement. Une fois qu'on est dans un monde où on pense que les changements climatiques sont une réalité, la question devient quels sont les scénarios envisageables devant nous. Un scénario envisageable, c'est qu'il y a une transition qui nous amène éventuellement vers une économie qui est plus verte. L'alternative, c'est une business as usual, où rien n'est fait, où on ne change pas on ne s'adapte pas nécessairement. Et dans ce contexte-là, on peut envisager quel genre de trajectoire macro on pourrait voir. Et dans ce contexte-là, la chose qui est intéressante, c'est que c'est clair que du moment qu'on se rend compte qu'ignorer les changements climatiques, c'est un peu de la fiction, les scénarios qui nous mettent qu'on a devant nous vont faire en sorte qu'une transition va générer un environnement de rendement plus favorable que l'alternative où on continue avec un business as usual. Donc, le contexte macro, ça représente environ 25% cumulatif autour des 20 prochaines années en termes d'activité mondiale. Et donc, clairement, si on arrive à s'engager sur ce scénario de transition globale-là, ça va être un environnement qui va supporter les rendements plus que l'alternative. C'est très positif tout ça, puis c'est très positif, mais je pense qu'il y a peut-être les pays développés versus les émergents. Quand j'ai lu ton papier, tu faisais une différence, hein, qui sont peut-être mieux positionnés que les pays développés, hein? Ça se peut-tu? Effectivement, sur l'aspect macro, il y a plus de marge à transitionner dans les économies émergentes que dans les économies avancées. Donc, si on regarde aux États-Unis, la différence entre les deux scénarios en termes macro, dans 20 ans n'est pas très, très importante. Je pense que le point, par contre, important, c'est que même aux États-Unis, si on regarde le débat présidentiel Trump-Biden, le cadrage était le Biden Green Deal, mais on tue l'économie. Alors que nous, ce qui nous semble clair, c'est que non, en fait, si on ne fait pas une transition, l'économie va être tuée. Et si on a une transition, on arrive à amoindrir les dommages, même sur une période de 20 ans. Donc, le point, je pense, c'est que ce n'est pas négatif de faire la transition, qui est assez un changement important par rapport à il y a 10 mois. L'autre canal important, c'est que les investisseurs eux-mêmes ont de plus en plus de mandats. Si on pense aux fonds de pension, globalement, ils ont des comptes à rendre sur la façon dont ils investissent et qu'est-ce qu'ils ont dans leur portfolio.
Et ça amène une réallocation du capital vers certaines industries, vers certaines compagnies qui sont vues comme étant plus alignées, mieux alignées vers la transition. Et ce mouvement de capital-là qui va créer pendant la transition un vent arrière qui, selon nous, va supporter les rendements des secteurs et compagnies qui sont vus comme étant plus vertes. Donc, on voit un green premium comme étant une autre source de rendement qui apparaît dans les portefeuilles. Et finalement, le dernier canal ou mécanisme, c'est à travers le fait que la profitabilité des compagnies elle va être directement impactée par la transition. Et donc, lorsqu'on pense les earnings, les prévisions que l'on incorpore dans nos hypothèses de rendement, celles-ci doivent être révisées pour refléter maintenant ce qu'on pense qui va être l'impact sur la profitabilité de cette transition-là. Donc, ces trois canaux-là, lorsqu'on les met ensemble, premièrement, c'est difficile. Je crois pas qu'on connaît pas trop on n'a pas vraiment un étalon pour se comparer. Je pense pas qu'on est tous en train d'essayer de déterminer ce que ça veut dire. Mais lorsqu'on les met, notre meilleur estimé, lorsqu'on les met tous ensemble, ça amène à des implications importantes pour la construction de portefeuille. Les hypothèses de rendement sont en fait marginalement plus élevées pour les économies en Europe, par exemple, que si on ignore les changements climatiques. Ça remet en question à court terme l'investissement dans les économies émergentes. Donc, ça enlève un peu d'anticipation de rendement pour des économies émergentes. Malgré que pour la Chine, c'est en fait positif parce que la Chine, lorsqu'on pense à les index boursiers en Chine, c'est de la technologie. La technologie, c'est assez vert. Et donc, l'exposition qu'on obtient là est assez favorable dans ce contexte. Écoute, oui, bien, juste avant de passer la parole à Lise, les questions qu'on a reçues, on va se donner un petit 5-10 minutes d'extension parce qu'on a commencé en retard. Juste me permettre une petite publicité parce que ce thème-là, on va en parler beaucoup au prochain congrès de l'Association des économistes. Mettez ça à vos agendas, donc le 18, 19, 20 mai, c'est virtuel, puis ça coûte moins cher en passant l'inscription. Et puis, vous pouvez faire ça à partir de chez vous, très commode, donc pas de frais de déplacement, pas d'hôtel. Je suis certain que, et dans le fond, si vous êtes membre de l'ASDEC, ben, c'est encore moins cher. Donc, le thème, c'est progrès économique, protection de l'environnement, puis on va parler également de ça au niveau des marchés financiers. Lise, je reviens vers toi. C'est toi qui vas nous parler un peu des questions qu'on a reçues de la part des gens qui sont avec nous. On peut-tu se donner un petit, peut-être 12 minutes, 15 minutes là-dessus? Oui, on a quelques questions. Donc, la première porte sur l'objectif des banques centrales. Donc, on semble avoir se préoccuper davantage du marché de l'emploi, peut-être au détriment de l'inflation, qui est en fait normalement leur cible principale. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un changement souhaitable de se détourner de leur mission primaire dans le contexte actuel? Excellent, Tessia. Oui, effectivement, excellente et pas nécessairement facile à répondre parce que de façon définitive. Mais mon point de vue à ce stade-ci est que je pense que l'idée, l'objectif qui est de dire que l'inflation, il n'y a rien de magique à atteindre de façon mécanique une cible à 2 puis d'essayer de la maintenir là et que ce qui est le plus important pour ancrer les anticipations d'inflation, c'est de convaincre que la moyenne va être autour de 2 et que pour vraiment arriver à assurer cette crédibilité-là, il faut être prêt à avoir de l'inflation qui est légèrement au-dessus de la cible pendant un certain temps si on a raté notre cible avec de l'inflation trop basse pendant très longtemps. Donc la logique, je pense qu'elle est tout à fait raisonnable. Donc, ça, je suis aligné avec ça. Et aussi, c'est une façon aussi d'essayer de s'éloigner de la borne inférieure des taux et qui est aussi une contrainte assez importante parce que je pense que les taux négatifs sont excessivement, je suis très sceptique sur l'efficacité des taux négatifs. Donc, dans la mesure où on a d'autres moyens d'essayer d'éviter d'être dans ce monde-là, je pense que c'est souhaitable. Donc, de ce point de vue-là, je suis aligné. Ceci dit, là, ce qui m'inquiète un peu à ce stade-ci, c'est que il y a quelques éléments qui m'inquiètent. D'abord, c'est bien beau de dire qu'on va être prêt maintenant à corriger les erreurs passées et à avoir une inflation qui est au-dessus de la cible pendant un certain temps, mais une fois qu'on dit ça, c'est
très peu spécifié comme cadre d'analyse ou comme cadre de politique. Donc, est-ce qu'on accepte de dépasser de 0,5, 1%? Est-ce que c'est pour un trimestre, 2 trimestres? Est-ce que c'est pour 3, 4 ans? Donc, il y a énormément de latitude et je pense que la Fed clairement fait face à un problème de crédibilité à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas précisé encore, excuse de t'interrompre, mais ils n'ont pas encore précisé ce qu'on appelle l'average inflation targeting. Là, c'est flou, cette affaire-là, c'est pas encore précisé. Cette semaine, les débats qu'on avait à l'interne, c'était justement, il y a tellement de possibilités que ça prend plusieurs investisseurs par surprise parce qu'ils regardaient, ils voient la prévision que la Fed a mise sur la table. On a l'inflation qui monte à 2,4 % et qui redescend, mais qui n'est jamais en dessous de la cible. Et donc, donc, ça semble être déjà une prévision qui est en ligne avec un average inflation targeting. Mais pour eux, ils nous disent que finalement, ce n'est pas assez. Et ça ne raconte pas la barre qu'ils se sont mis pour passer au lift-off. Donc, ça veut dire qu'ils veulent encore utiliser plus de marge de manœuvre, mais ça dénote le fait que c'est assez lax comme cadre. Et donc, une des beautés du régime dans lequel on était, c'est que ça aidait à communiquer. Maintenant, on est dans un monde de communication plus difficile. L'autre élément, et je vais finir avec 2 autres éléments qui m'inquiètent. L'autre élément c'est tout ce qu'ils ont fait sur l'emploi qui maintenant est plus généralisé. Donc, c'est plus simplement U6 aux États-Unis, c'est des définitions d'emploi plus générales qui sont tout à fait louables et qu'on comprend tout à fait l'objectif. Mais on sait aussi que ces indicateurs-là sont les plus retardaires ou retardés par rapport au cycle. Donc, par construction, si on attend de voir ces indicateurs-là ayant atteint le progrès nécessaire, on sait que ça veut dire qu'on va être déjà retardé de façon importante par rapport au cycle. Et donc, quand tu mets tout ça ensemble, moi, je trouve que la Fed, l'idée de l'average inflation targeting est tout à fait louable. Je pense qu'il n'y a rien de magique à 2 %. C'est bien de s'engager à le dépasser pendant un certain temps. Il faudrait spécifier ce que c'est. Mais le problème, je pense qu'avec leur framework review de l'automne dernier, ils se sont enlevés les outils pour contrecarrer les pressions politiques quand elles vont venir, pour bâtir un camp pour une réponse préemptive à l'inflation. Donc là, ils n'ont aucune autorité, aucun moyen pour dire on doit augmenter les taux, on doit commencer à augmenter les taux. Ils se sont engagés à attendre et ça existait pour contrecarrer les forces politiques. Moi, je pense qu'ils se sont affaiblis de ce côté-là. Puis on a Mme Yellen maintenant on connaît le tabac et qui maintenant est trésorière à CEDEFISH. Lise, d'autres questions? Oui, mais en fait, je reviendrai sur l'idée des taux d'intérêt négatifs. Donc, si l'inflation monte autour de 3-4 % sur une période assez prolongée, puis que les banques centrales continuent de maintenir des taux réels négatifs sur cette période-là, ça serait quoi, en fait, les conséquences sur l'économie, sur les marchés financiers à plus long terme? Donc, d'abord, quand je parlais mon commentaire précédemment sur les taux négatifs, j'avais en tête les taux nominaux négatifs, donc ce qu'on a vu dans certains autres pays. Les taux réels sont négatifs, ils le sont un peu partout. Et nous, on appelle ça en anglais le new nominal. Donc, on s'attend à ce qu'on voit de l'inflation, on s'attend à ce que les taux nominaux s'ajustent, mais en même temps, on s'attend à ce que les taux réels demeurent assez bas et s'ajustent très lentement. L'effet de ça, je pense que c'est une des raisons pour qu'on s'attend à avoir plus d'inflation. Donc, ça fait partie de la thèse dont j'ai mentionné plus tôt. Et ça va faire en sorte, selon nous, que les classes d'actifs, les obligations des gouvernements de pays développés vont devenir moins attrayantes pour les investisseurs. Donc, on avait eu depuis plusieurs années la thèse que ce sont des actifs sécures qui font un rôle important dans les portfolios. Je pense que c'est remis en question. Et donc, ça fait partie je pense que les investisseurs vont demander une compensation pour duration dans des portfolios qui va être plus grande dorénavant, étant donné ce nouveau cadre de politique monétaire. Je vais maintenant poser une question. En fait, on n'a pas parlé du tout du marché immobilier. On a parlé de l'économie, mais il y a une partie de l'économie qui semble défier tous les pronostics, du moins au Canada. Donc, dans ce contexte-là, est-ce qu'on devrait s'inquiéter de cette espèce de vigueur qui ne relâche pas du tout sur le marché immobilier?
J'étais dans mes fonctions précédentes au début de la décennie précédente. J'étais très inquiet de la dynamique des marchés immobiliers après la crise de 2008. Le contraste entre la nécessité de maintenir un soutien à l'économie dans un contexte où la reprise était très faible, mais l'effervescence qu'on voyait à ce moment-là sur les marchés immobiliers. On a fait beaucoup de travail à ce moment-là pour essayer de clarifier le cadre macro-prudentiel, micro-prudentiel autour de ça. Je pense qu'il y a des mesures qui ont été mises en place subséquemment en conséquence, mais ultimement, on est dans une situation, si on était inquiet au début des années 2010, je pense que c'est difficile d'être relax par rapport à ce qu'on voit présentement à ce stade-ci. Donc, je pense que c'est certainement une sorte d'inquiétude qui doit être gardée à l'œil de façon étroite par les autorités présentes. Et je pense que la dynamique au Canada va être différente d'ailleurs parce que une des forces au Canada, c'est qu'on avait des bilans des autorités budgétaires et des ménages qui étaient en meilleure position. On n'a pas eu la crise de 2008 vraiment, mais une partie de la faiblesse qu'on a, une des vulnérabilités de ce côté-là. Et donc, je pense que ça va demander à être pris en compte. Donc, c'est une particularité canadienne. Et donc, on ne peut pas simplement penser qu'on applique un miroir à ce qui se passe aux États-Unis en Europe pour la sortie ou la suite des choses et que c'est le plan pour le Canada. Je pense que ça va demander une calibration un peu différente étant donné le secteur immobilier. Ouais, puis au niveau de l'immobilier, je peux me permettre, il y a des outils qu'on a au Canada avec les mesures macro-prudentielles que d'autres pays n'ont pas nécessairement. Fait que je pense qu'il y a de quoi que ce soit, ça va être l'outil qu'ils vont utiliser. Hein? Là, il y a un débat là-dessus, et puis je ne vais pas partir un débat, mais je pense qu'effectivement, l'espoir, c'est qu'on a des outils macro-prudentiels qui nous permettent de gérer la situation. Mais ultimement, les taux sont l'outil macro-prudentiel le plus central. Et donc, on peut essayer de gérer ça, mais à un moment donné, je pense que la question va se poser. Excellent, merci. Mais le temps file. Il ne reste pas tellement de temps. Il reste d'autres questions. On aurait pu poursuivre, je pense, encore une grosse demi-heure, mais je vais laisser la dernière question, le privilège à Clément de poser une dernière question, en fait. En fait, je vais changer ma question parce que vois-tu, j'ai vu passer sur le fil des questions mon bon ami Stéphane Marion, avec qui j'ai travaillé et que tu connais très bien, économiste en chef à la Banque nationale. Puis, je la trouve tellement intéressante la question. Donc, c'est au niveau des crypto-monnaies, puis tu sais, le lien avec ESG, parce que franchement, on s'entend-tu que c'est l'empreinte carbone, je pense que je disais à quelque part que pour le Bitcoin, c'est l'équivalent de toutes les émissions de gaz à effet de serre de la Nouvelle-Zélande, quelque chose du genre. Moi, ça me ferait quand Tesla prend $1,5 milliard pour acheter du Bitcoin, je m'excuse, là, j'ai de la misère à comprendre la logique. Donc, Stéphane, peux-tu nous parler de ça, les cryptos, puis le lien avec le ESG? Oui, maintenant, puis il y a même des titres comme King of Tech et puis Master of Coin, maintenant, sont des titres corporatifs. Donc, non, excellente question. Effectivement, la question ESG ou durabilité, pour moi, m'apparaît très importante. C'est un peu ironique ou paradoxal parce que la thèse, une des thèses, c'est qu'on a une technologie qui amènerait une certaine efficacité dans les transactions et les paiements. Mais c'est une définition d'efficacité qui est très précise, hein, parce que d'un point de vue plus général, lorsqu'on voit l'énergie qui est nécessaire pour faire une transaction, ça semble pas clairement efficace. Donc, c'est une question. Moi, je suis un sceptique pas de la technologie, mais de l'engouement qu'on voit autour de certaines technologies spécifiques ou solutions spécifiques. Donc, je suis certainement sceptique. La thèse grandissante ou que certains abordent que c'est peut-être une nouvelle classe d'actifs qui pourrait jouer un rôle similaire à l'or dans les portfolios me semble, la barre, que ce soit le cas, me semble très, très haute. Et en fait, non seulement la barre me semble très, très haute, mais c'est que la thèse fondamentale qui amènerait à justifier ça est encore pour moi très, très élusive. Donc, j'ai un scepticisme profond de ce côté-là. Je respecte le fait que, comme tout investisseur,
on peut voir des opportunités à générer du rendement lorsque les marchés commencent à croire à quelque chose. Et puis, il y a peut-être une opportunité de faire du rendement, soit en essayant de suivre cette tendance-là pendant un certain temps et d'essayer de timer quand est-ce que c'est le temps de prendre de l'autre côté. C'est ce que certains essaient de faire. Donc, je respecte le fait que certains peuvent y voir certaines opportunités spéculatives, mais en termes de thèse économique fondamentale sur le rôle de la monnaie, la façon dont le paiement doit être fait et tout, je pense que la thèse est à faire encore. Donc. Écoute, Jean, on ne peut pas te laisser partir sans avoir peut-être tes recommandations ou conclusions. Tu as parlé d'opportunités d'investissement comme investisseur. Cette bourse-là, le Nasdaq a doublé depuis le creux du 23 mars dernier. C'est à peu près 30% plus élevé qu'avant même la COVID. On garde ça, des opportunités. Est-ce que, dans le fond, c'est encore... c'est quoi chez BlackRock vos recommandations d'allocation d'actifs? Tu peux résumer ça peut-être en 2-3 minutes. Je sais que je t'en demande beaucoup. Peut-être parler d'obligations corporatives, puis aussi au niveau d'une répartition d'assets mix peut-être. Et on va revenir à Lise pour le mot de la fin. Puis moi, je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible aujourd'hui. Donc, je te laisse un peu peut-être les mots de conclusion au niveau de recommandations d'investissement ou conseils de Finance 101 de bon père de famille avec les temps qu'on connaît actuellement. Donc, je vais aller à l'essence de ce qui m'apparaît le plus important dans nos vues, plutôt que d'essayer de les résumer. Mais d'une part, à court terme, un horizon de 6 à 12 mois, on est pro-risque. On pense que le redémarrage est sous-estimé. Il y a une hausse de taux qui est en train de se manifester, qui crée certaines incertitudes. On pense qu'à ce stade-ci, les banques centrales, et ça a été confirmé par Powell cette semaine, vont être très accommodatives pour maintenant. Et dans ce contexte-là, je pense que ça va être positif pour les actifs à risque. Donc, on est overweight equities, US en particulier, mais aussi les économies émergentes. Et on est devenu un peu plus positif sur l'Europe qu'on l'était. Donc, on est neutre alors qu'on était sous-pondéré en Europe. On pense que le cycle est en train de s'étendre. Elle va s'étendre au cours des 6 prochains mois. Donc, ça, je dirais grosso modo. Et puis, dans ce contexte-là, il y a des opportunités peut-être plus high yield. On trouve ça attrayant, toujours sur une base tactique. On est moins excité par le investment grade, mais ça devient un peu plus de nuances. Le point, par contre, que je dirais, c'est que ça, c'est le court terme. Si on regarde à moyen terme, la thèse principale, c'est une question, c'est une dynamique autour de ce qu'on a parlé aujourd'hui, qui est qu'est-ce que ça implique pour les obligations. Et je pense que le rôle des obligations gouvernementales dans les portfolios est fondamentalement remis en question. Je pense que cette classe d'actifs-là va être moins aimée au cours des prochaines années. On est sous-pondéré sur une base stratégique des obligations des gouvernements développées. Et ce n'est pas une question qui est tant à propos des banques centrales, mais c'est le fait que l'inflation qui revient, une certaine hausse de taux à moyen terme qui va arriver, va faire en sorte que les obligations, la perception de sécurité ou de safety va être remise en question. Je pense qu'on va avoir une demande de term premium, de compensation pour le risque qui va être plus élevé. Et ça, de façon intéressante, ce n'est pas une question de les taux augmentent, donc on ne veut plus être des obligations, puis c'est mauvais pour le risque. C'est plus que cette classe d'actifs-là va être perçue comme étant plus risquée. Relativement, je pense que ça va bénéficier les actifs plus risqués. Donc, les actifs qui étaient perçus comme safe, qui le deviennent moins, va amener une allocation où maintenant, on va être forcé, en fait, d'allouer plus sur les actifs à risque parce qu'on n'aura pas autant de protection de toute manière dans les obligations. Donc, je pense que ça nous amène stratégiquement overweight equity globally sur une base moyen terme, sous-pondère les obligations et on voit la dynamique actuelle qui confirme cette tendance à moyen terme. Bon, bien, merci beaucoup, Jean, de s'être prêté à nous et je laisse Lise le mot de la fin, Lise. Mais le mot de la fin, c'est un gros merci à tous les deux. Au nom de l'Association des économistes québécois, je veux vraiment vous remercier chaleureusement. Jean, c'était très généreux comme conversation et merci Clément aussi d'avoir animé ça encore une fois de main de maître. Donc, comme je disais, on aurait pu continuer de parler encore une grosse demi-heure si ce n'est pas plus. Il y avait encore beaucoup de questions des participants. Moi, j'aimerais, je sais que Clément en a parlé, mais j'aimerais quand même
vous relancer, vous convier 18, 19, 20 mai prochain pour le congrès annuel de l'association en mode virtuel cette année, mais ça sera quand même très intéressant. Donc, je vous invite à prendre connaissance. Le programme est maintenant disponible sur le site web de l'association. Donc, merci à tous, puis au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.